bonjour à tous. On a des gens ici en personne. On a des gens qui se connectent graduellement en ligne également. Donc, on va être une quinzaine, vingtaine de personnes en tout là, qui a la chance de participer à ce midi-causerie. Donc, il s'agit du deuxième midi-causerie de l'Institut EDS. Donc, l'Institut EDS, c'est Environnement, Développement et Société. On est un carrefour interdisciplinaire en environnement et en développement durable. Voilà, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Il s'appelle M. Alexandre Brun. Il est tout nouvellement membre de l'Institut EDS à titre de membre collaborateur. Il est maître de conférence à l'Université Paul Valéry de Montpellier, à l'Université de Montpellier. Il est aussi chercheur associé au Centre international UNESCO REWARD. C'est donc un centre interdisciplinaire de recherche sur l'eau. Donc, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Monsieur Brun va faire une conférence de 20-25 minutes, puis la balance du temps sera disponible là, pour des questions. Pour les personnes en ligne, là, vous allez pouvoir prendre parole aussi, bien entendu, au moment approprié, là, après la présentation. On vous expliquera comment ça va fonctionner. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Alexandre Brun. Donc, bonne conférence. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accorder un moment. Merci à l'Institut d'organiser ce genre de rencontre. C'est toujours bien de passer un moment autour d'un sujet ou deux. Alors, il se trouve que la question de la renaturation des rivières est de moins en moins mon sujet. Mes travaux de recherche portent de plus en plus sur l'urbanisme résilient, notamment face au risque de submersion marine. Je travaille également sur le risque d'inondation dans le cadre des grands projets urbains dans les villes européennes, dans les grandes villes européennes. Donc c'est de moins en moins mon sujet, mais ça reste un sujet qui me passionne et dont l'intérêt est, de mon point de vue, important, en particulier du point de vue des opérateurs, des gestionnaires de l'eau et aussi des municipalités. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, en règle générale, j'ai plutôt de grands amphis devant moi. Et là, j'ai un effectif assez réduit, donc c'est très singulier pour moi. Deuxième chose, j'ai pas l'habitude de parler dans ces conditions-là, et je pense que ça va être très sympa au final. Ok, alors on commence. Finalement, le commencement de cet exposé part d'un constat. Les rivières, et en particulier les rivières urbaines, ont longtemps eu mauvaise presse. Alors, mauvaise presse parce qu'elles véhiculent des maladies, parce qu'elles servent à évacuer les égouts et parce que les rivières urbaines génèrent des inondations. C'est la raison pour laquelle les hygiénistes, d'une part, et les ingénieurs, d'autre part, vont s'associer en pleine période de révolution industrielle. Alors, en Angleterre, c'est 1780, 1800, c'est un peu plus tard en France. Et finalement, ils vont s'associer pour limiter ce qu'on appelle désormais les externalités négatives des cours d'eau, et en particulier des plus petits cours d'eau. Et donc, finalement, un processus j'emploie le mot à dessein, non pas d'enfouissement, mais d'enterrement des rivières, va être mis en place, et ça va être un très long processus. Il va falloir 100 à 150 ans, finalement, pour enfouir des rivières dont il est question aujourd'hui de les renaturer, c'est-à-dire, au fond, de les exhumer. Alors, comment on en est arrivé là? Rapidement, quelques diapositives. Alors, là, on est sur la ville de Lyon. Mais c'est la ville de Lyon, ça pourrait être n'importe quelle ville d'Europe occidentale, voire d'Europe centrale et orientale, même s'il y a une période soviétique et post-soviétique un peu différente, mais globalement, ça pourrait être n'importe quelle ville d'Europe occidentale et n'importe quelle ville d'Amérique du Nord. Ça, c'est Lyon en 1800, puis Lyon en 1900, et enfin
Lyon aujourd'hui. Morale de l'histoire, de nombreuses petites rivières, des affluents du Rhône d'une part et de la Saône d'autre part, ont disparu. Ils ont disparu sous l'expansion urbaine. Alors, cette expansion urbaine, elle relève du processus dit de périurbanisation, c'est-à-dire la consommation d'espaces ruraux, naturels ou agricoles par la ville. Et évidemment, les petites rivières, elles ont disparu. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont un tracé extraordinaire puisqu'elles passent sous la construction de canaux qui ont été réalisés à la toute fin du 19e siècle. Donc, il y a des rivières qui passent sous des canaux, il y a des rivières qui ont littéralement disparu, et il y a de nombreuses rivières qui se confondent littéralement avec les égouts, parce que pour faire fonctionner les premiers égouts à la fin du 19e siècle, on a besoin d'eau. Il est impératif d'utiliser de l'eau. Et donc, les rivières, on va utiliser leur énergie, non pas pour produire de l'hydroélectricité, comme c'est souvent le cas par ici, mais plutôt pour évacuer les immondices jusqu'aux égouts, et lesquels égouts aujourd'hui débouchent non plus dans des exutoires naturels, mais dans des stations d'épuration. Le résultat de ces 200 ans d'urbanisation, c'est une dégradation à la fois de la qualité qu'on pourrait qualifier de physique des cours d'eau, leur dynamique géomorphologique, qui n'a plus rien de naturel, évidemment, et puis leur qualité physico-chimique, bactériologique et biologique. En d'autres termes, les cours d'eau sont devenus des mouroirs pour la faune comme pour la flore. Alors, je vous ai présenté Lyon, vous avez compris que je viens de Montpellier, une ville du sud de la France, entre, grosso modo, Marseille et Barcelone. Montpellier a connu exactement le même développement. Alors, ce qui est intéressant, quand on sillonne Québec en automobile aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les erreurs commises en Europe occidentale, voici plusieurs dizaines d'années, voire plus de 100 ans désormais, ces erreurs, elles se poursuivent aujourd'hui dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, et donc ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger. Renaturer 8 km de rivière Saint-Charles dans la basse ville de Québec et continuer à s'étendre aux dépens des zones humides et des corridors qu'on cherche à reconstituer de façon un peu artificielle par ailleurs. Finalement, la municipalité de Québec et l'agglomération de Québec connaît une sorte de paradoxe à vouloir renaturer des rivières en cœur d'agglomération et à poursuivre une logique qui est une logique d'entraînement pour consommer les zones humides. Alors évidemment, les zones humides, il y en a partout au Québec et plus largement au Canada, mais ça va nous interroger, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. En tout cas, les Français ne doivent pas, ni les Français, ni d'ailleurs le reste des Européens, être donneurs de leçons en la matière, puisque on voit aujourd'hui la ville de Montpellier en 1800, la ville de Montpellier en 1900, et regardez la ville de Montpellier aujourd'hui. L'immense majorité des cours d'eau qui constituent le chevelu hydrographique le plus fin, ces cours d'eau ont littéralement disparu. Alors, évidemment, en 25 minutes entre midi et 13 heures, je devrais vous parler d'Eugène Belgrand, cet ingénieur proche du baron Haussmann, lequel baron Haussmann, sous l'impulsion de Napoléon III, va amorcer la modernisation de Paris et littéralement transformer la ville, détruire les quartiers qui justement étaient les plus sales, notamment à cause des rivières, en tout cas de l'utilisation qu'on en faisait. Et c'est la création des grands égouts de Paris, 2500 km d'égouts, dont une bonne partie, encore une fois, se confondent en fait avec le tracé historique des petites rivières qui étaient les affluents de la Seine, de la Marne, de l'Oise, etc. C'est exactement le même processus que connaît Londres à quelques années d'intervalle. Donc finalement, à Londres comme à Paris, les rivières disparaissent dès 1850. Non pas en 1850, mais en 1950, c'est-à-dire 100 ans plus tard, finalement, l'Alleray, un affluent de la rivière Saint-Charles, va connaître le même sort. Donc finalement, la ville industrielle, elle va à tout prix chercher à réduire à néant la place de la rivière.
On passe de la ville industrielle à la ville post-industrielle. C'est la grande époque de l'urbanisme de zone. Finalement, c'est la voiture qui tient la main de l'architecte et de l'urbaniste. La planification s'organise autour de la place qu'on va accorder à la voiture, à la fois pour circuler et pour stationner. Et donc, finalement, les berges des fleuves, comme des petites rivières, vont être bétonnées et rendues en quelque sorte aux voitures. Et ces voies sur berge vont littéralement, matériellement, séparer, couper la ville de ces fleuves. Et cette cicatrice, il va nous falloir des décennies pour la résorber, la traiter. Une illustration, finalement, de ce qu'est la relation ville-fleuve en 1900. Alors là, on est de nouveau à Lyon, sur les berges du Rhône. En 1900, c'est l'héritage de la révolution industrielle. La France continue de s'industrialiser à ce moment-là. Le fleuve, même si le chemin de fer occupe une place importante, le fleuve, c'est l'autoroute des marchandises, et les quais, c'est l'endroit où on stocke les pondéreux, le sable, le charbon, etc. Les quais ont une mauvaise presse, eux aussi. On s'y bagarre, on y viole, on y vole. Les quais, personne n'y va. La bourgeoisie lyonnaise ne s'approche pas des quais. On y lave aussi. Et donc, ces quais, c'est des lieux de vie, mais c'est des lieux dont on se méfie beaucoup. En 1970, les mêmes quais, au même endroit, sont complètement dévolus à l'automobile. Alors là, c'est l'espèce de rêve américain. Chaque Français a une voiture, 2 voitures, et finalement, le parking devient quasiment un lieu de rassemblement social. Et il se trouve qu'il est sur les quais. Mais finalement, les quais ont toujours mauvaise presse. L'image qu'il renvoie n'est pas terrible. Et la cicatrice est encore plus forte en 1970 qu'à la fin du 19e siècle. Et puis le rapport Brundtland de 1987, le sommet de Rio en 1992, et toute une série d'événements qui favorisent la prise de conscience. Alors, en France, ça va être notamment la montée de l'écologisme politique, avec la première candidature d'un écologiste à l'élection présidentielle en 1974 avec René Dumont, toute une série de facteurs, et puis des crises relatives à la faune et à la flore, des crises de l'érosion de la biodiversité, des crises qui se succèdent et qui font en sorte que les municipalités successives, de droite comme de gauche, conservateurs ou libéraux, peu importe, on pourrait parler des souverainistes, peu importe l'étiquette politique, il est question de recoudre, d'effacer cette cicatrice terrible entre la ville et le fleuve. Et donc, on imagine une production d'espaces publics, des espaces publics qui sont très populaires, qui ont beaucoup de succès, où les Lyonnais, mais c'est vrai aussi pour Paris-Plage. Je vous ai montré une image des quais récemment livrés sous l'époque de Georges Pompidou dans les années 70. Aujourd'hui, c'est sur ces mêmes quais qu'on fait Paris-Plage. Et donc, l'image des quais a changé et de nouveau, les villes regardent vers leurs fleuves. Et donc, des aménagements extrêmement agréables, populaires, se développent un peu partout et ils ont un rôle aussi puisque là, en l'occurrence, à Lyon, ces nouveaux quais vont raccrocher des projets urbains les uns aux autres. Donc, c'est des projets linéaires qui ont un sens en termes d'aménagement urbain à l'échelle de la métropole de Lyon. C'est vrai pour Paris, c'est vrai pour de nombreuses villes françaises et européennes. Mais ces travaux-là, si importants qu'ils soient, n'ont pas de conséquences écologiques positives. Ça reste du béton, ça reste des espaces jardinés, ça reste des espaces paysagers, mais ce n'est pas de la renaturation. Et donc, finalement, c'est quoi la renaturation? Alors, finalement, dans une conférence, tu m'as dit 25 minutes, j'ai déjà pris 10 minutes. J'ai tellement pas le temps de parler d'un sujet sur lequel je travaille quand même depuis une quinzaine d'années que je me suis dit comment je vais faire. Je vais leur dire très rapidement comment on est arrivé à la disparition des rivières urbaines
Et puis, je vais vous dire tout de suite, je vais commencer par la fin. Je vais vous dire la fin de l'exposé que j'aurais fait si j'avais eu 1h30 ou 2 heures. OK? La fin, c'est la suivante. La fin, c'est que tout est possible. Tout est possible. Il suffit de le vouloir. C'est la renaturation d'un cours d'eau, c'est d'abord une démarche volontariste qui se fait, et ça c'est intéressant, sous une double impulsion. Impulsion de la puissance publique, souvent les municipalités ou leurs associations, et figurez-vous, sous l'impulsion des populations. Même si une partie d'entre elles sont toujours réfractaires à la renaturation d'une rivière, parce que une renaturation de rivière, c'est plus de moustiques, plus de détritus, bref, plus de problèmes. C'est-à-dire le retour des problèmes que nos ingénieurs et nos hygiénistes étaient parvenus à éliminer. Alors, je vais revenir là-dessus. Ça, c'est une image de Yonkers, le parking de Yonkers, qui se trouve à quelques encablures de New York. Ça, c'est le même parking aujourd'hui. C'est la Sawmill River. La Sawmill River, c'est un affluent de l'Hudson, si je ne me trompe pas. Ça fait quelques années que j'y suis allé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est la démonstration pratique, visible, spectaculaire, que le changement est possible. Alors, un de nos présidents avait dit en guise de slogan, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant pour la Sawmill River. Le résultat est un véritable succès. L'espace est devenu un espace populaire. L'image de la ville tout entière a changé. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que tu touches à quelques centaines de mètres de rivière et tu fais simultanément du marketing territorial. Tu changes l'image de la ville. Et donc, tu changes la relation de Yonkers avec New York. Tu changes toute une série de choses. Tu améliores la commercialisation de tes appartements, de tes maisons. Tu favorises le retour du commerce sur une place où le commerce avait disparu. Et pourtant, on parle bien d'écologie, de renaturation au départ. En fait, la renaturation, elle a plein d'intérêts qui sont des intérêts qui dépassent très largement la question de la nature. Et c'est en cela que la renaturation recouvre de multiples enjeux. Je m'explique. On fait en Europe, dans chacun des États membres de l'Union européenne, mais c'est vrai aussi en Amérique du Nord, des plans pour lutter contre les effets négatifs du réchauffement climatique. Mais les plans c'est quoi? Les plans, c'est des séries de mesures incitatives ou coercitives pour aboutir à. Mais c'est creux, c'est fait par des technocrates. On a besoin des technocrates. Les technocrates sont raisonnables. Les technocrates ne sont ni fondamentalement de droite, ni complètement de gauche. Le technocrate n'a pas de parti, à part le sien. Mais on en a besoin. Amen. Reste que, il est fondamental de donner de l'épaisseur à ces plans climat, à ces plans de biodiversité qui sont souvent vides, qui disent « yaka faucon ». La renaturation, c'est quelques centaines de mètres de restauration de fonctions biologiques et hydrologiques d'un cours d'eau jadis disparu. Et ça permet quoi? Ça permet de rafraîchir des îlots de chaleur en pleine ville. Donc, c'est un outil technique, c'est un levier, une réponse concrète à un problème concret. C'est une réponse locale à un problème global. C'est avancer, certes, d'un pas tout petit, mais d'un pas réel avec une portée symbolique très très forte, une portée technique tout à fait mesurable, quantifiable, etc. Le technocrate sera content, on peut mesurer, c'est très bien. On verra les résultats, on pourra les enregistrer et on pourra les marketer, le cas échéant. Donc, c'est un élément fondamental en termes de lutte contre les îlots de chaleur, puisque finalement, il ne s'agit pas forcément de renaturer une rivière là où elle passait. Quand elle est dans les égouts, on l'exhume. Donc, on peut peut-être choisir un tracé qui est intelligent et qui permet de faire passer la rivière là où il y en a le plus besoin, là où il y a le plus besoin de rafraîchir les îlots en période estivale. C'est aussi une façon intelligente d'optimiser la gestion des inondations et en particulier des inondations pluviales que les réchauffements climatiques va sans doute intensifier. En tout cas, il va modifier la période.
Donc là, on a une astuce. Alors, évidemment, il est possible, comment dirais-je, il est possible de continuer à gérer l'eau avec des tonnes et des tonnes de canalisation. Mais la gestion des inondations, ça passe en 2023 par autre chose que des digues, des grands lacs réservoirs et des tuyaux et des bassins de rétention. Voilà. Ça passe sans doute en partie, pas seulement naturellement, en partie par la renaturation de cours d'eau qui peuvent jouer un rôle clé de tampon. C'est des loues urbaines en quelque sorte. C'est aussi la possibilité de créer des espaces publics et d'améliorer les circulations douces, les voies apaisées dans la ville. Donc, en fait, c'est un outil de gestion du renouvellement urbain, voire un outil qui permet d'accompagner la densification urbaine. Donc ça, c'est un outil stratégique, non pas pour les écologues, mais pour les urbanistes. Et puis, évidemment, l'objectif premier, c'est bien la restauration des continuités écologiques et paysagères. Et puis, la renaturation, ça a un avantage, c'est que c'est politiquement correct. Je vous l'ai dit tout à l'heure en guise de préambule. La renaturation, quand on examine les différents projets qu'on trouve en Europe, on se rend compte que c'est souvent les populations, associations écolos, associations de quartiers, associations de riverains, qui rêvent au retour d'une rivière. Alors, évidemment, il y a tous les effets supposés dans l'imaginaire collectif, le retour des moustiques, etc. Mais au-delà de ça, c'est souvent une initiative locale, populaire. Et donc ça, qu'est-ce que demandent aujourd'hui nos financeurs publics? C'est d'abord que les initiatives, elles viennent d'en bas et que le processus, il soit bottom-up. Donc, ça marche bien. Ça marche bien. Finalement, l'ingénieur, il est là pour réparer les bêtises du passé en accompagnement d'un mouvement qui vient du bas, où il y a une réclamation populaire de retrouver de la nature dans la ville. Et pas n'importe quelle nature. Encore une fois, une nature utile qui réponde à des enjeux que j'ai évoqués précédemment. Ensuite, un point important, la renaturation, je continue avec les slogans, c'est bon pour l'économie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les géomètres, les topographes, les bureaux d'études techniques, les ingénieurs, les biologistes, les bureaux d'études, bref, tous ceux qui vont participer de près ou de loin, étape par étape, au processus de renaturation. Tous ces emplois-là sont des emplois non délocalisables. La rivière, elle est là. Elle n'est pas en Asie du Sud-Est. Alors, je m'interroge. Je me suis interrogé d'ailleurs dans le cadre d'une tribune dans le journal Le Monde, il y a de ça un an ou deux, pour dire, est-ce que le fric européen qui est dévolu à l'environnement, notamment dans le cadre du plan de relance qui a suivi la crise sanitaire, c'est quelques centaines de milliards d'euros qu'on dépense pour faire du solaire, en achetant des panneaux solaires en Asie, ou des matériaux dont les propriétés sont spécifiques en Asie, plutôt que d'investir tout le fric qu'on a pour le photovoltaïque ou l'isolation thermique et acoustique des bâtiments, est-ce que 5, 7, 10% de cette énorme cagnotte européenne ne pourrait pas être dévolue à embaucher des vrais gens, des ingénieurs, des techniciens qui seront ici et qui répareront patiemment sur des années et des années ce qu'on peut appeler rétrospectivement les bêtises du passé. Il y a des centaines de kilomètres susceptibles de faire l'objet de projets de renaturation. Pour la seule France, la France, c'est 275 000 kilomètres de cours d'eau, 3 000 kilomètres de côte. Ça, c'est que la France. Alors, ok, c'est le château d'eau de l'Europe, mais on peut se tourner du côté de la Suisse, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de l'Italie. Partout, il y a des projets de renaturation possibles, puisque partout, les processus ont été les mêmes. Imperméabilisation, urbanisation, enfouissement des cours d'eau. Donc, partout, il y a des challenges. Et partout, il y a des initiatives populaires qui souhaitent que ces challenges se concrétisent. Alors, toutes les renaturations, ça, c'est un cours d'eau en plein cœur de Séoul, en lieu et place d'une autoroute.
il y avait une autoroute. Il y a eu le démantèlement de l'autoroute et la création de cet espace-là. Alors, évidemment, le degré de renaturation, il va être variable selon qu'on soit en plein cœur d'une agglomération ou en lointaine périphérie. Évidemment, les marges de manœuvre foncières, en termes juridiques, en termes de fric, évidemment, les marges de manœuvre ne sont pas les mêmes. Il ne reste pas moins que ces réalisations sont spectaculaires et elles mettent à nouveau en scène les rivières au cœur des métropoles. Alors, finalement, de quoi parle-t-on exactement? Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, la renaturation désigne la restauration des fonctions biologiques, hydrologiques, hydromorphologiques des cours d'eau. Il y a plusieurs façons de procéder, mais les façons les plus spectaculaires, c'est évidemment d'exhumer des cours d'eau en plein cœur de ville, comme ce fut le cas pour la Sawmill River à Yonkers. Mais le plus souvent, quand on est en périphérie ou en lointaine périphérie, l'idée c'est de rendre leurs méandres à des cours d'eau dont on avait coupé les méandres, qu'on avait canalisés, soit pour des raisons de lutte contre les inondations, soit pour favoriser la gestion de l'agriculture riveraine. Et on a ici un cours d'eau français sur le plateau de Frasnes, le Drugeon, qui est l'un des premiers à avoir été renaturé. Vous voyez le cours d'eau en 1900, le cours d'eau en 1970, après que les ingénieurs du génie rural l'aient, comment dirais-je, rectifié, canalisé, et puis le cours d'eau, après une dizaine d'années, alors oui c'est long, une dizaine d'années, pour remettre finalement le cours d'eau dans ses méandres ou recréer des méandres pour favoriser la vie, alors à la fois la vie aquatique, mais aussi évidemment la vie ornithologique, mais aussi la pêche et toute une série d'activités qui sont liées à la rivière. Alors j'en arrive évidemment, j'ai beaucoup publié sur la rivière Saint-Charles. La rivière Saint-Charles, elle est intéressante parce que la rivière Saint-Charles, sa renaturation, donc sur 8 km en Basse-Ville, je crois grosso modo du pont Scott à l'embouchure, ce qui est intéressant, c'est que cette rivière, elle a été renaturée. Alors, évidemment, les ingénieurs de la municipalité, alors poussés par des groupes écolos, mais opportunément, la municipalité a été extrêmement astucieuse puisque l'idée, ça n'a pas été finalement de remettre la rivière Saint-Charles dans les méandres qu'elle n'avait plus, qui avaient été urbanisés, mais l'idée, c'était de faire avec ce que l'on a, avec un foncier contraint, avec des parcelles biscornues, avec un fric, certes présent, mais pas des enveloppes extensibles. Et donc, l'idée, ça a été finalement de renaturer avec les moyens du bord, et ça a été très, très réussi. Aujourd'hui, chacun s'accorde à dire que cette renaturation est spectaculaire. Et donc, la renaturation ne consiste pas à revenir en arrière et à chercher un état de référence initiale, pourquoi pas la rivière Saint-Charles il y a 10 000 ans. Non, alors, on fait avec ce que l'on a et on cherche à recréer de la nature partout où c'est possible. Et si c'est seulement 1 mètre carré, c'est pas grave, c'est 1 mètre carré de prix. Et ça, c'est très réussi. Et ce qui est très réussi aussi, c'est l'opportunisme stratégique de la municipalité de Québec à l'époque de bien comprendre que ce n'est possible, cette renaturation, que lorsque les astres s'alignent. C'est-à-dire, il y a le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, il y a le fait que la rivière Saint-Charles soit un véritable égout, il y a toute une série de paramètres, une élection locale, toute une série de paramètres qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ce chantier est possible. En d'autres termes, la renaturation, c'est jamais possible, sauf quand les astres s'alignent. Et de temps en temps, ils s'alignent. Et donc, il faut saisir ces opportunités. Dans certains cas, on revient à Lyon. J'ai jonglé entre Québec et Lyon. On revient à Lyon. Dans certains cas, même si les astres ne sont pas alignés, la renaturation relève de la magie. Quand je forme mes étudiants en urbanisme, je leur dis qu'ils sont magiciens parce que
Le boulot d'un urbaniste, c'est de rendre les gens heureux là où ils vivent et là où ils travaillent. Si tu arrives à rendre les gens heureux, alors tu es un magicien. Et la renaturation relève de ça. Ça, c'est la rue Chevreul à Lyon. Vous voyez comme elle est moche. Ça, c'est la rue Chevreul telle que nous l'avons imaginée avec les habitants de la rue Chevreul et ceux qui y travaillent. Et ce projet, je l'ai imaginé avec Léo Elam Alifant et Paul Garcia, et il y a de cela 5 ou 6 ans. Le projet a été enterré, il y a eu une modification du conseil municipal et du conseil métropolitain, mais ça revient. J'entends à nouveau parler du projet de la Rise rue Chevreul. Ça veut dire que peut-être que les choses se mettent en place et peut-être que la municipalité va comprendre que la magie dépasse les contraintes politiques, foncières, etc. Et attention, ce n'est pas les services techniques de la ville, ce n'est pas le service des espaces verts qui doit décider si on fait une renaturation ou pas. C'est celles et ceux qui ont voté pour un maire qui prétend faire de l'écologie politique. Alors qu'il arrête les discours et qu'il passe aux actes. Et ça, c'est un acte. C'est un acte magique et c'est un acte de foi. Mais c'est aussi, encore une fois, un acte technique pour répondre au réchauffement de la ville de Lyon qui, chaque été, est invivable. Alors, pour ceux qui ont vraiment beaucoup la foi, ça peut être ça aussi, c'est la même rue. Et ça veut dire qu'on peut passer de la magie à la poésie. Mais c'est important de mettre en récit les projets et de faire en sorte que l'urbanisme, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des camions toupies et construire des condoms, etc. Mais l'urbanisme, aujourd'hui, c'est aussi faire avec le vide. C'est aussi accepter la place que la nature doit avoir dans la ville. Mais, encore une fois, pas sur le plan discursif seulement. D'un point de vue technique, la nature nous aide. La nature nous pose des problèmes, mais la nature nous aide. Il y a des compromis à trouver. Un autre exemple, là, on est au nord-ouest de Lyon. Et pourquoi je dis que la renaturation, c'est d'abord et avant tout un acte politique? D'abord parce que toute personne normalement constituée sait que l'urbanisme, c'est politique, évidemment. Gouverner, c'est choisir entre deux mauvaises solutions, disait Pierre Mendès France. Et évidemment, il va de soi que les différents éléments que j'ai évoqués relèvent de choix politiques. Mais c'est d'abord une action politique parce que les rivières, elles sont des tracés. Dans ma région, du côté de Montpellier, les fleuves sont des agrafes qui relient la montagne à la mer. Et là, à Lyon, une petite rivière relie un quartier de grand ensemble, la Duchère, un quartier populaire, un quartier pauvre, aux rives bourgeoises de la Saône. Finalement, qu'est-ce qui relie ces deux quartiers qui se tournent le dos depuis toujours? Rien, rien si ce n'est une rivière enterrée. Alors, exhumons la rivière, mettons en place une opération de renouvellement urbain dont la structure, dont l'épine dorsale est la rivière, et faisons en sorte que les berges de la rivière deviennent l'agrafe qui permettent de relier à nouveau quartier riche et quartier pauvre. C'est possible, c'est faisable, c'est finançable. On peut même externaliser une partie des investissements, puisqu'il n'y a pas seulement besoin de fric public. On peut très bien imaginer que les promoteurs immobiliers qui vont vendre des appartements donnant sur un parc avec une rivière vont pouvoir les vendre un peu plus cher, les commercialiser un peu plus cher que si c'était dans un environnement moche, inesthétique. D'ailleurs, au bord de la rivière Saint-Charles, il me semble que les prix au pied carré ont augmenté un petit peu, précisément parce qu'on a une belle vue. Mais offrons une belle vue. Soyons stratèges. Offrons une belle vue. Mais si tu vends à 3 500 € du mètre carré ton appartement au lieu de 3 200 € du mètre carré,
ton delta, ça va être quelques centaines d'euros, eh bien, je t'oblige à investir dans la renaturation qui relève de l'action publique, mais le promoteur immobilier peut y participer. Il n'y a pas que l'argent public dans la vie, il y a aussi l'argent privé. Le privé, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le diable, il ne faut pas en avoir peur. Moi, je n'en ai pas peur, surtout quand ils aident à mettre en place des projets aussi ambitieux que celui-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est gagnant-gagnant en termes du point de vue des investisseurs. Donc ça, c'est très tactique, mais c'est fondamental d'être pragmatique et tactique pour mener à bien quelque chose qui relève certes de la magie, mais qui relève aussi de la capacité à trouver du fric pour mettre en œuvre concrètement ces projets. Conclusion, et demain, demain à Québec, il y a la mise en place finalement d'un réseau de rivières qui va permettre de connecter les points aux autres à travers un plan de mise en valeur des rivières, de quelques rivières de Québec. Et ça s'inscrit dans le prolongement d'un formidable concours d'idées qui a été lancé par la municipalité de Québec en 2017, « Rêvons nos rivières ». Eh bien, oui, le slogan, là aussi, il est très beau. « Rêvons nos rivières ». Et il faudrait que la municipalité, maintenant, passe aux travaux pratiques. Et surtout qu'elle ne s'arrête pas aux quelques kilomètres réussis, avec succès, de Basse-Rivière-Saint-Charles. Il faut élargir le spectre et faire en sorte que les rivières deviennent des infrastructures aussi stratégiques que les autoroutes. Une mauvaise élève? Montréal. Montréal, depuis que je fréquente Montréal, depuis 1996, j'entends parler de projets de renaturation, de projets… En fait, à chaque fois que je vais à Montréal, j'entends parler de projets. À chaque fois que je vais à Montréal, je ne trouve pas la concrétisation des projets. Montréal a toujours des problèmes. Il faut transformer les problèmes en projets. Et la renaturation, c'est une piste fondamentale. Il ne faut pas qu'il y ait seulement les 3 écolos du coin et le VVF qui soient porteurs de ça. Il faut que la mairie change de paradigme. Il est temps pour Montréal de passer au XXIe siècle. Et évidemment, cette carte, pour montrer quoi? Pour montrer des possibilités infinies de satisfaire la population montréalaise. Évidemment, je termine par chez moi. Je suis loin de ma maison, mais je veux vous montrer un projet sur lequel un architecte, Damien Vieilleving, travaille. Et c'est le Lez à Montpellier. Le Lez est surplombé par l'hôtel de région. En fait, le Lez est à la frontière d'un quartier iconique qui s'appelle Antigone et qui a été conçu et réalisé par l'architecte catalan Ricardo Bofill, une star absolue de l'architecture en Europe. Et parce que le projet a comme père un extraordinaire architecte, tout le monde peine à désimperméabiliser, à modifier finalement ce dont l'architecte est dépositaire. Mais la renaturation, c'est aussi transformer l'image de la ville, mais aussi transformer la ville, c'est-à-dire accepter, non pas qu'on piétine, mais qu'on écorne, qu'on modifie, qu'on fasse évoluer des quartiers, même si on les considère comme iconiques. Parce que c'est le cas de la plupart des villes européennes. Les villes européennes, elles sont toutes patrimoniales, elles sont toutes des quartiers iconiques. Et au prétexte que c'est iconique, alors on ne va pas y toucher, on ne va rien faire. Non, non. La renaturation, c'est un outil pour lutter contre le réchauffement climatique, pour optimiser la gestion des eaux pluviales, pour créer les continuités paysagères et écologiques qui n'existent plus. Par conséquent, c'est un outil stratégique pour l'avenir et on ne fait pas un travail d'avenir en étant complètement fixé et, je dirais, subjugué par le patrimoine, si important qu'il soit dans nos vies quotidiennes. Donc, il faut accepter de faire évoluer la ville avec des solutions fondées sur la nature. Merci de votre attention. Merci beaucoup Alexandre, Monsieur Brun. Donc, on va passer à la période de questions et commentaires.
à la fois ici les gens qui sont avec nous ou les gens en ligne, vous pouvez simplement lever la main puis on vous donnera la parole sans plus tarder. Oui? Oui, je pense que vous parlez à convaincu, mais quand, par exemple, on va rencontrer des municipalités qui vont présenter des nouveaux projets d'urbanisation, en général, ce qu'on entend, c'est que si on fait des aménagements durables d'infrastructures, ça va coûter plus cher, forcément. Est-ce que vous avez des arguments ou des choses pour les convaincre justement qu'à long terme, ça peut ne pas forcément coûter plus cher? Ok. Deux éléments clés. Le premier élément, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis navré d'avoir été aussi vite. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la fin. Quand tu travailles pendant 5, 7, 10 ans sur un sujet et que tu as 20 minutes pour en parler, ça devient quasiment débile. C'est pour ça que c'était que des slogans et que j'ai fait un plaidoyer pour la renaturation des rivières urbaines et pas une conférence. Si j'avais fait une conférence, il m'aurait fallu 3 heures. Alors, le premier élément, c'est celui de la commercialisation des différents objets qui composent votre nouveau quartier ou votre quartier ayant fait l'objet d'un renouvellement urbain. Grosso modo, vous allez vendre du tertiaire, du bureau, et vous allez vendre des appartements. Vous pouvez éventuellement vendre des équipements commerciaux. Voilà. Ça, c'est ce que vous allez commercialiser. L'idée, c'est que vous allez les commercialiser un peu plus cher parce que le cadre de vie que vous offrez à ceux qui vont y vivre et y travailler est supérieur à celui qui serait si vous étiez dans un quartier lambda. Vous offrez des services, vous offrez du paysage, vous offrez toute une série de choses qui font que les promoteurs privés ou les aménageurs publics vont pouvoir vendre un peu plus cher. Et donc, s'ils vendent un peu plus cher, alors en contrepartie, ils doivent contribuer d'abord au fait qu'une partie du foncier soit dès la mise en place de la zone d'aménagement concerté, dès le plan d'aménagement, si vous voulez, soit réservé à la renaturation de l'espace. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que dès la conception par l'urbaniste, je vous parle du moment où on est au cahier des charges, très très en amont du projet, il est impératif d'intégrer le fait que du foncier soit réservé à la renaturation et qu'une partie de ce financement soit opérée par les acteurs que vous allez autoriser à s'y implanter. Ça veut dire que les acteurs seront gagnants parce qu'ils vont commercialiser un peu plus cher, mais la condition, la contrepartie, c'est qu'ils offrent un peu de foncier, qu'ils offrent un peu du fric qu'ils vont se faire en vendant sur plan. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la plupart de nos très grands promoteurs immobiliers, quand je dis nous, c'est en France et en Europe, sont des assureurs, mais le plus souvent, ce sont des banques. Okay ? Ce sont les banques qui ont des filiales qui sont des filiales de construction et de promotion immobilière. Les banques, elles financent la production urbaine et elles gagnent beaucoup d'argent avec ça. D'abord parce qu'elles te prêtent à toi pour acheter à crédit ton appartement et parce qu'elles prêtent aux promoteurs immobiliers dont elles détiennent le capital. Par conséquent, et ça se fait de plus en plus, les banques qui se disent vertes, moi, qu'une banque se dise verte, ça me va très bien. Je veux juste que ça se concrétise. Comment ça peut se concrétiser? Ça peut se concrétiser par l'éco-conditionnalité du prêt de la banque à l'investisseur immobilier. Ça veut dire que si ta zone d'aménagement concerté, elle prévoit au départ la renaturation d'un cours d'eau, eh bien, dans le cadre de la ZAC, il y a une fiche de prescription technique, architecturale et financière à l'échelle de chacun des lots qui composent la ZAC. Et lorsque les lots sont donnés aux promoteurs immobiliers qui veulent répondre à l'appel à projet pour proposer de la production immobilière, tertiaire, commerciale, que sais-je encore, eh bien, elles ne l'auront et ne seront financées qu'à condition que la banque donne le crédit qui sera un crédit conditionné par le respect de la fiche de l'eau. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir des règles qui disent
comment il faut construire, ce qu'il faut construire, etc. Puisque des règles de cette nature en ont édicté depuis grosso modo les années 70, et que le sport local, en France comme dans le reste de l'Europe, c'est de les contourner. Je pense que c'est la même chose, en Amérique du Nord. Et donc, comment exercer une pression amicale, intelligente, constructive aux aménageurs publics, y compris les aménageurs publics, parce que les municipalités doivent faire ce qu'elles disent et dire ce qu'elles font, être en transparence, pas seulement pour respecter les marchés publics, mais en transparence vis-à-vis de la société et des choix qu'on doit opérer. Donc pour les aménageurs publics comme pour les promoteurs immobiliers privés, il est impératif que les banques soient au cœur du jeu et que les banques précipitent la concrétisation d'un certain nombre de projets. Elles peuvent le faire par l'éco-conditionnalité de leurs aides. Donc, deux choses. Il y a le coût de la commercialisation et l'externalisation des coûts d'études et de construction, de rénovation des rivières, et qui est à la charge des opérateurs locaux. Et il y a l'éco-conditionnalité du fric. On peut même, les municipalités, en tant que maîtres d'ouvrage public, peuvent très bien imposer un cahier des charges avant d'ouvrir les lots à la construction et imposer dans ce cahier des charges que la renaturation, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Et ça, c'est la volonté du maire. En France, le maire, il est maire et président de la société d'économie mixte, qui est généralement l'opérateur public local pour faire l'aménagement. C'est QFD. Mais est-ce que augmenter les coûts de commercialisation dans ces quartiers qui vont être renaturalisés, ça ne va pas créer justement la gentrification de ces quartiers-là et être réservé uniquement aux personnes? C'est une excellente question. Et il se trouve que la gentrification, elle s'opère que l'on adopte ce dispositif ou pas. Les bailleurs sociaux participent aussi localement, de façon ponctuelle, à la gentrification. Je pense que le problème de la gentrification dépasse largement renaturation versus non-renaturation. Ça veut dire que là, c'est le législateur qui doit être beaucoup plus clair. Et pour le coup, la France est très ambitieuse en la matière, puisque quand un acteur privé construit du logement qui est destiné à la commercialisation, il a l'obligation de construire une partie de ces logements à destination des ménages les plus faibles, des primo-accédants, etc. Donc, le logement social est intégré au projet d'aménagement local. Tu ne peux pas décrocher la réponse à ton appel d'offres, tu ne peux pas être lauréat si tu ne respectes pas la loi qui t'oblige à construire du logement social. Donc, de fait, il y a une mixité sociale, mais aussi une mixité générationnelle, mais aussi une mixité fonctionnelle. Ces trois mixités sont le triptyque qui sert de base à tous les cahiers des charges de la production urbaine en France. Merci beaucoup pour cette réponse éclairante. Donc, on va passer peut-être à une question en ligne. Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui auraient une question pour M. Brun, notre conférencier? Puis là, je vous donne l'embarras du choix. Là. Des fois, on a de la difficulté à trouver la petite main. Oui, il y a une main levée, justement. Ce que j'allais dire, c'est que vous pouvez aussi ouvrir votre caméra. On va voir que vous voulez parler. On vous voit très bien ici dans la salle. Donc, je vais demander à Charline, on vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. En fait, j'avais une question par rapport... parce que moi, je viens de Montréal, puis j'ai l'impression que, en parlant du Saint-Laurent, par exemple, ils n'ont même pas atteint le niveau des années 70 où les rives sont redonnées aux voitures. On est encore au quai et que encore de nos jours, les quais s'agrandissent de plus en plus. Et je me demandais quand en tout cas en France, ils ont rendu les quais aux citoyens. Je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y avait eu plus de camions sur les routes? Est-ce que les ports de certains endroits se sont agrandis pour prendre les marchandises des quais qui n'existaient plus? Ou c'était quoi en fait les effets? Si c'était bénéfique en termes d'espace, s'il y a plus d'espace qui est occupé par des camions, peut-être que c'est pas si bénéfique. Donc,
ouais, je me demandais un peu des effets généraux que ça avait fait. Alors, pour répondre à votre interrogation qui est très, très juste, pour ce qui concerne non pas la France, mais l'Europe occidentale tout entière, la stratégie des municipalités et des urbanistes publics ou privés, ça a été évidemment de répondre au défi de la densification urbaine, c'est-à-dire de la reconstruction de la ville sur la ville. Ça passe par la verticalisation avec des tours, c'est le cas du Central Business District de Montréal, mais c'est le cas évidemment partout. Et ça passe aussi, cette densification, par le réinvestissement des friches. Et puisqu'on est dans une ville post-industrielle, eh bien, les friches sont nombreuses. Friches industrielles et portuaires, friches hospitalières, friches militaires. Et donc, ces différentes friches ont fait l'objet de vastes opérations de renouvellement urbain. Ça a pris une vingtaine, une trentaine d'années. Et il se trouve que dans de nombreux cas, les friches industrielles et portuaires, liées les unes aux autres, occupaient une place stratégique. C'est vrai, par exemple, à Nantes, dans l'ouest de la France, où l'architecte paysagiste Alexandre Tchemetov a été l'architecte coordonnateur, le père d'un immense projet urbain sur 300 hectares pour réinventer la ville de Nantes à partir de l'île de Nantes, qui était jusqu'à présent une espèce de cité interdite où les Nantais eux-mêmes n'allaient pas, puisque c'était une vaste zone industrielle portuaire. En fait, le processus de désindustrialisation offre des opportunités extraordinaires en termes de densification urbaine. Et donc, cette densification urbaine qui passe par des projets urbains souvent coordonnés du début jusqu'à la fin par un architecte urbaniste, eh bien, ces projets urbains ont comme structure principale, comme épine dorsale et parfois comme prétexte la reconquête des quais, la transformation des quais où jadis étaient entreposés du sable, du charbon, des containers, etc. Mais aujourd'hui, la containerisation fait qu'il faut que le port soit pour qu'il soit très compétitif, il faut qu'il soit ramassé dans l'espace, que ce soit un espace très mécanisé, très dédié à cela. Et finalement, Montréal, c'est ça. Il y a le port de Montréal qui est performant, et puis il y a tout le reste. Et tout le reste, c'était une histoire industrielle et portuaire, et qui est de moins en moins une histoire industrielle et portuaire. Et finalement, il faut inventer l'histoire de Montréal demain. Et ça passe d'abord, oui madame, par peut-être des aménagements éphémères, un peu à l'image de Paris-Plage, qui permet déjà de faire en sorte qu'on se réapproprie socialement les berges avant même de les transformer. Et la phase d'après, c'est la transformation physique qui passe par les grandes opérations de renouvellement urbain. Alors ça a été le cas à Nantes et ça a été le cas à Lyon, puisque l'opération Lyon-Confluence, à la confluence du Rhône et de la Saône, c'est plus de 300 hectares. Il a fallu 30 ans, mais aujourd'hui, les berges que vous avez vues là à l'image, ces berges, elles constituent un trait d'union, donc elles ont, comment dirais-je, elles ont, par leur tracé, par le statut qu'on leur accorde, par le paysagement qu'on en fait, mais aussi juste par leur localisation géographique. La géographie compte beaucoup, finalement, par leur géographie, elles connectent la cité internationale de Lyon à Lyon-Confluence, deux grands projets urbains qui sont au bord du Rhône. Et donc, en cela, les berges deviennent de plus en plus stratégiques. Et puis, leur épaisseur à ces berges, mais c'est le cas des berges du Saint-Laurent, qui sont même beaucoup plus importantes que celles du Rhône, par leur épaisseur, elles produisent l'espace public qui manque en partie aujourd'hui à nos villes. L'espace public, c'est de l'espace minéral, certes, mais aussi c'est de l'espace végétal. Les parcs et les jardins imaginés au XIXe siècle, puisque la ville s'est étendue, on doit continuer de les faire, mais on ne va pas les faire à la française ou à l'anglaise. On va inventer des parcs et les jardins de la façon la plus naturelle possible, en commençant par les berges.
Merci beaucoup. Donc, on aurait le temps pour une dernière question. Oui, Monsieur Gautret, vous pouvez y aller. On vous écoute. Ouvrez votre caméra si vous souhaitez, mais d'obligation. Bonjour et puis merci pour l'intéressante présentation. Moi, je travaille beaucoup du côté de la foresterie urbaine et puis de plus en plus, on entend parler d'outils comme iTree ou des choses comme ça qui permettent en fait de chiffrer les services écosystémiques que ça apporte, ces projets de verdissement. Est-ce que dans le cadre vraiment spécifique de la renaturation des cours d'eau, il existe des outils ou en tout cas des projets d'outils qui viendraient un peu chiffrer des affaires comme la dépollution de l'eau que ça apporte, parce qu'il y a énormément de services associés dont on n'a pas pu parler parce qu'on peut pas parler de tout là, c'est vraiment gros comme projet en général. Est-ce que vous avez connaissance d'outils comme ça qui permettent de chiffrer? Parce que dans le contexte dans lequel je travaille, moi, c'est souvent des arguments importants pour les municipalités quand on leur dit que dans le cas du verdissement, là, tel projet de verdissement va permettre d'abattre telle quantité d'ozone ou de particules fines, ce qui fait en sorte qu'on a telle plus-value sur la santé. Est-ce que dans le cadre de la renaturation des cours d'eau, il existe des outils comme ça? Merci pour la question, elle est très pertinente. La réponse est oui. En fait, l'idée, c'est que vous installez un observatoire dès finalement l'idée même qu'un projet de renaturation est possible. Et cet observatoire, il va permettre, en l'occurrence, d'examiner au long cours à la fois la genèse du projet, son cheminement. Donc là, ça relève davantage des sciences humaines et sociales, une forme d'observation, voire d'interaction, souvent entre la communauté scientifique, qui est du côté des observateurs, et puis les acteurs de l'aménagement, maîtres d'ouvrage publics et privés et maîtres d'œuvre. Et puis ensuite, évidemment, dès les premiers coups de pelle, et un certain nombre de variables doivent être prises en compte, et pas seulement des données relatives par exemple, à la diversité biologique, par exemple, les poissons. Le problème n'est pas de savoir combien on a de poissons dans une rivière qui a été renaturée, c'est de savoir s'il y a une diversité biologique progressive, si la truite revient à la place du chevesne ou de la carpe. Donc, on analyse ça, mais ça va bien au-delà. On s'occupe des oiseaux, on s'occupe de l'évolution de la ripisylve. Donc, on a des données qui permettent effectivement d'objectiver d'une certaine manière ce que j'ai appelé le récit de la renaturation et donc de gagner, si c'était nécessaire, un peu de crédit auprès des élus locaux pour les convaincre de l'intérêt de mettre en œuvre concrètement de tels projets. Mais pour tout vous dire, je crois moins dans les analyses coûts-bénéfices qui peuvent être faites autour des services écosystémiques, c'est-à-dire des services rendus par la renaturation en l'occurrence, je crois moins à ça que dans ce qu'on appelle les projets démonstrateurs. En fait, pour tout vous dire, monsieur, les services écosystémiques et les débats que ça génère sur quelles variables mettre en place, quand mettre en place l'analyse, ex ante, ex post, comment on va s'organiser, etc. Ces débats, de mon point de vue, parasitent complètement l'action publique. Et finalement, le risque, c'est de s'enfermer dans la question de savoir quelles variables il faut mettre en place pour convaincre le maire ou tel organisme public ou telle fondation qui va donner de l'argent. En fait, même si vous me permettez d'être très caricatural, monsieur, tout ça, pour moi, c'est déjà le passé. Je m'explique. Je crois beaucoup plus dans ce qu'on appelle, en tout cas, de ce que je revendique comme étant un projet démonstrateur. Là, un élu, on est entre nous, il n'y a pas d'élus dans la salle, et quand bien même il y en aurait, ça ne me poserait aucun problème parce que je leur dis la même chose. Un élu est comme un enfant. Il croit à la démonstration par l'exemple. Et donc, si vous voulez restaurer une zone humide ou si vous voulez restaurer une rivière, commencez par restaurer 50 mètres, juste 50 mètres. Et autour des 50 mètres, il y aura des classes d'enfants à dimension pédagogique. Il y aura des curieux qui viendront voir. Il y aura toute une série de choses. Et ça, c'est le terreau nécessaire pour élargir le spectre géographique et le spectre
tactique de la mise en œuvre de la renaturation. En résumé, il y a évidemment des calculs, des estimations, et ça, il y en a, mais alors à foison, qui nous permettent d'estimer de façon dite objective les services rendus par la renaturation, mais je crois plus dans la démonstration par l'exemple et l'action concrète, locale, modeste, pas 12 millions de dollars, quelques milliers de dollars à un endroit précis pour montrer que c'est possible et pour amorcer un cycle vertueux d'aménagement, parce que l'aménagement n'est durable qu'à partir du moment où il est concret. L'aménagement qui relève du discours et de l'analyse écosystémique, de mon point de vue, c'est contre-productif et ça finit même souvent par l'inverse de ce qu'on avait voulu faire. Je pense que l'intelligence collective du côté de l'INRSO, par exemple, de l'Université Laval, de l'UQAM, bref, de la communauté scientifique, mais aussi de toutes celles et tous ceux qui portent localement, en région et dans les métropoles, la politique de l'eau qui est inséparable, évidemment, de la renaturation. Toute cette énergie ne doit pas être concentrée sur la question des données qu'on va utiliser ou des résultats toujours discutables du reste des analyses écosystémiques, mais plutôt à trouver le fric pour commencer à mettre un coup de pelle là où c'est le plus visible, le plus spectaculaire, le plus impressionnant, pour qu'enfin la poésie prime sur la dimension technocratique du projet urbain. Merci beaucoup. Je pense que ça va être pas mal le mot de la fin à cette superbe moment passé avec vous, M. Brun. Donc, je vous remercie personnellement au nom de l'Institut EDS pour votre présence. Puis, c'était une première collaboration et on espère avoir la chance de collaborer de nouveau avec vous, bien entendu. Donc, merci aux participants, merci aux gens en ligne également. Je vous invite vraiment, habituellement, on annonce les prochains midi-causeries, mais là, avec la grève, on a des petits enjeux avec la grève des professeurs, des petits enjeux au niveau de l'horaire. Donc, je vous invite vraiment à suivre. On a une page Facebook, Institut de EDS, une page sur LinkedIn. Donc, ça vous permet vraiment d'être au courant là, des prochaines activités. Puis, je vous remercie encore une fois. Puis, je vous souhaite à tout le monde une belle fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci.